Merci, oui, effectivement, c'est un petit peu paradoxal pour un chantier comme le nôtre, spécialisé dans la fabrication de prototypes, de s'attacher à une série, une grande série. Nos plus grandes séries pour des pièces militaires jusqu'à maintenant pour des radars, c'était une quarantaine de pièces. Et là, on avait un exercice qui concernait une centaine de foils, 50 tribord, 50 bâbord, dans un premier temps. Donc c'était effectivement un challenge pour nous. Pardon. Voilà, bon, très rapidement, mais j'aime bien cette image de Solar Impulse, même si on a fait le bateau par alliance, c'est nos amis suisses de chez Décision qui l'ont fait. Mais le groupe Carboman, c'est le mariage de Multiplast, de Décision, de Plastinov. Plus récemment, en collaboration avec nos amis de Lorima, on a repris une entreprise à Lorient qui s'appelle SMM et qui a des très grandes fraiseuses qui travaillent d'ailleurs sur les foils de 50 pieds. Donc le groupe Carboman, c'est tout ça qu'il y a derrière. Et ça va dans la fabrication de Solar Impulse, on parlait de prix au kilo tout à l'heure, il est vrai un bon moyen de se faire une idée. Quand on a quelques secondes pour faire un devis, on fait un prix au kilo. Puis quand on veut être beaucoup plus précis, on passe 3 semaines et on finit par affiner le prix du bateau. Mais en quelques minutes, c'est le prix au kilo qui est important. Et à un bout, dans les produits que fabrique le groupe Carboman, il y a la pale d'éolienne où on doit être à 25 € du kilo. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a Solar Impulse qui doit être à 10 000 € du kilo. Un bateau de course, un ultime, un Volvo 70, c'est autour de 1 000 € le kilo, 12 millions, 12 tonnes, 3 tonnes, 3 millions, mais c'est un bateau de course, c'est l'ordre d'idée. Et pour reprendre cet exercice de Figaro, il était hors de question qu'on arrive à cette gamme de prix. Donc on va voir comment, dans le cadre de cette industrialisation, on a dû se cogiter pour réussir à atteindre les objectifs. Bon, en fait, ce qui est intéressant dans ce groupe, ça a été le transfert de technologie, parce que pour arriver à atteindre les objectifs de cadence, il faut sortir. Beneteau sort un bateau par semaine. Nous, il faut qu'on sorte 2 foils par semaine. Et la première fois que j'ai ouvert ce dossier, quand j'ai vu un plan de foil comme ça, je m'attendais classiquement à mettre, en travaillant vite, 4 semaines pour fabriquer un foil, 3 semaines, 4 semaines. On se rend compte qu'aujourd'hui, on sort donc un foil en 5 jours ou 4 jours et demi. Et ça, c'est un petit peu grâce à la force du groupe. C'est grâce à une techno issue de l'éolien, dont on va parler tout à l'heure. On a réussi à faire ce transfert de technologie de l'éolien vers le nautisme. Alors là, bon, c'est pas de l'éolien, c'est une cathédrale orthodoxe que vous avez sous les yeux. Mais en fait, le bâtiment est une des 5 branches de notre activité. Il y a bien sûr le nautisme, pour lequel on est plus connu, aéronautique, industrie, éolien et bâtiment. Et aujourd'hui, le dénominateur commun, ça a l'air très disparate tout ça, mais le dénominateur commun, ça reste de la fibre, de la résine et un matériau d'âme. Donc le challenge de la part de Beneteau, c'était de réussir à sortir des foils à un prix très compétitif, avoir quelque chose de smart. Le Figaro, avoir un client, c'est déjà pas facile, mais avoir 50 clients exigeants comme le sont les figaristes, c'est un sacré challenge. Et donc on avait intérêt de faire quelque chose un produit chic, un produit fiable bien sûr, et un produit identique, parce que c'est une vraie monotypie. Alors la monotypie, on l'avait un petit peu touché avec les modes 70 et avec la Volvo, mais c'était des monotypies sur 8 bateaux. Là, l'enjeu est bien plus important, c'est la monotypie sur 50 bateaux, et on ne doute pas que dès que la distribution des bateaux va être faite en décembre prochain, les foils vont être repesés par les équipes pour poncer, comparer, passer au scanner. Donc il est important d'avoir des produits identiques, ou en tout cas avec des tolérances très très fines, et c'est ce sur quoi on s'est concentré. Et puis je le reprends, il fallait également être très très bien placé, parce que c'était un appel d'offres mondial. Les foils sont des petites pièces, on peut en mettre un certain nombre dans un container, et donc je peux vous garantir qu'en face de nous on avait
des acheteuses qui connaissent très bien leur métier. Il y en a une dans cette salle et le prix a été décortiqué dans tous les sens. Donc il a été important de réussir à rentrer dans l'objectif de prix qui avait été fixé au début du projet. Un changement radical, faut voir que ce bateau a été dessiné il y a allez, bientôt 2 ans. On avait l'habitude de voir les foils en Dali sur les IMOCA, enfin on avait l'habitude, une jeune habitude. Là, nos voisins chez VPLP ont dessiné quelque chose de bien différent, donc voilà le principe de ces foils. L'intérêt c'est d'avoir le shaft qui n'est pas dans l'eau et donc on utilise uniquement la partie type qui donne de la portance. Quentin pourrait vous expliquer ça mieux que moi, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Donc vous voyez, c'est un système assez compact qui ne nécessite pas de puits de dérive tel qu'il a été pensé. Multiplast livre tout ce qui concerne les cales, les rotules, la petite cloison verticale que vous voyez à peu près 50 cm à l'intérieur du bordé, et on livre des ensembles complets à notre client, donc par série de 8. Dès qu'on en a 8 de terminés, on les passe en peinture, puis on les livre avec leur jeu de cales, et tout ça arrive pas très loin d'ailleurs, parce que Beneteau a rouvert l'ancienne usine Lagoon sous le pont de Cheviré à Nantes pour fabriquer ses bateaux. Et aujourd'hui, ils sortent un bateau par semaine. Le challenge, c'était évidemment de réduire le prix, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit atteignable. Ma première pensée quand j'ai ouvert le plan, c'était je m'attendais à des foils entre 20 et 30 000 euros. Et aujourd'hui, on a réussi à faire des foils qui sont à 4 chiffres, et donc on est à bien moins de 10 000 euros, et c'est quelque chose qui est intéressant et qui nous a permis de rentrer dans le process, alors que les coûts de main d'œuvre sont quand même importants en France, on le sait tous. Donc malgré cela, en se grattant un peu la tête, on a réussi à trouver par un système ici de l'éolien, on a réussi à trouver une solution. Alors ça passe, pour faire les pièces vite, on n'a rien sans rien. Il a fallu investir pas mal dans ce qu'on appelle le NRC, les coûts non récurrents, non-recurring cost. Ça a été par une modélisation totale de chaque petite pièce qui rentre dans ce foil, de façon à derrière pouvoir vraiment usiner chaque mousse, fabriquer chaque pièce en série. Et puis on a travaillé pour rendre robuste le process. On a travaillé sur des maquettes échelins. Alors, maquette échelin sur 40 cm de long, mais la vraie section avec les vraies épaisseurs, pour essayer de bien traiter, bien anticiper tous les points singuliers, corriger les premières choses que l'on pouvait voir sur les premières maquettes, et puis au bout de 16 petits prototypes, mais échelin une fois encore, on a réussi à avoir un système robuste qui nous a mis en confiance pour faire les premières pièces. Alors on a sorti 2 premières pièces. On s'est un peu demandé si on avait eu la chance du débutant, et elles nous semblaient bonnes. Ces 2 premières pièces avaient été achetées par Beneteau pour les casser en flexion, en déroulé et en enroulé. Le déroulé étant bien plus dangereux pour la résistance structurelle de la pièce. Et puis en fait les 2 premières pièces, on les a mises à bord du Figaro. C'est les 2 pièces que vous avez vues en photo toute l'année. Et on a cassé les deux suivantes. Bon, là, vous avez une petite image de la façon dont on fabrique ça. L'idée, c'est de minimiser au maximum les phases de finition. Donc, on a des moules en plusieurs parties, une partie intérieure et puis plusieurs parties extérieures. Et ça se passe tous les vendredis matins. Ouverture du moule, sortie du foil, et on a un foil qui peut partir directement en peinture. On n'a pas à enduire quoi que ce soit. L'important pour nous au niveau de ces coûts non récurrents, c'est effectivement de mettre plus d'argent dans ces pièces pour derrière gagner du temps. Gagner du temps en ergonomie. On a des moules qui pivotent, qui roulent, qui basculent, de façon à ce que l'opérateur soit toujours dans la bonne position. Des moules bien rigides, bien solides, bien épais, pour pas avoir de problème de précision. Faut savoir qu'il y a un peu de pression là-dedans, faut pas que le moule puisse gonfler et avoir des foils plus épais que d'autres. Des problèmes de raideur, des problèmes d'étanchéification, parce que vu qu'on pousse de la résine, faut également lutter contre toutes les fuites. Donc pour tout ça, on a trouvé un certain nombre d'astuces, de combines, et
on a une fois encore aujourd'hui quelque chose de robuste qui nous permet de fabriquer tout ça. Fabriquer des foils en série, ça passe aussi par ce qu'on appelle le kitting, c'est-à-dire anticiper au maximum toutes les découpes. Il faut minimiser tout ce qui peut être manuel. Sur un prototype, on passe notre temps à faire des pièces uniques. Là, l'exercice était bien différent et en même temps bien intéressant. Ça nous a obligés à vraiment dessiner chaque pièce, découper tout ça de façon numérique. Là, vous voyez notre machine de drapage TPT qui est également utilisée pour faire de la découpe. On a fait un peu d'organisation lean autour de tout ce projet et vous voyez derrière une armoire type. Des armoires comme ça, on en a 4 et qui circulent dans l'atelier entre le poste de travail, la zone où sont coupés tous les tissus, la zone où sont rangés les blocs de mousse. Et ensuite, le travail de l'opérateur, ça va être de partir dans la caisse du premier tissu en haut à gauche et à la fin de la journée, d'avoir terminé de mettre le dernier petit bout qui est situé dans l'armoire en bas à droite, avec tous les petits bouts de carbone qui sont enroulés sur des petits membrins, un étiquetage, un peu de code barre dans tout ça pour assurer la traçabilité, et ça nous permet d'aller très très rapidement. Je reparle d'organisation lean. J'ai en tête une des premières visites de Beneteau chez Multiplast. On avait, vous vous en doutez, particulièrement bien nettoyer le chantier ce jour-là et essayer de montrer qu'on était organisé. Et à la fin de la visite, la directrice des achats de chez Beneteau nous a expliqué qu'on était trop cher, mais elle savait pourquoi. C'était parce qu'on était mal organisé. Et sur le coup, ça nous avait fait un peu mal. Mais en fait, quand on regarde ce qu'on lui avait montré à l'époque et on regarde où on est arrivé quelques mois après, on se dit qu'elle avait effectivement raison. On était encore dans un mode de fabrication prototype. Et vraiment, pour atteindre ces niveaux de prix, il est important d'être en organisation série, qui est un petit peu un nouveau métier pour nous, avec des cadences, c'est pas des cadences infernales, hein. On est tout fiers de sortir 2 foils par semaine, mais je crois qu'ils sortent 3 à 320 par semaine, 20 à 320 par semaine, pardon. Ils sont en cadence 60 par mois, 15 par semaine, donc il faut quand même relativiser, mais enfin à notre échelle, c'était déjà une performance qui nous convenait. Donc voilà, là vous voyez un peu le geste de l'opérateur, c'est d'essayer de faire que la personne soit dans une bonne position, travaille symétriquement avec son collègue de droite, travaille de façon efficace. On travaille avec des fibres sèches. Évidemment, un foil d'Imoca en preg ou de Multi 50 serait plus long à fabriquer. Mais là, on arrive à un très bon rapport qualité-prix, des très bonnes résistances. Et c'est quelque chose qui convient particulièrement à ce type de bateau. Bon, la fujection, on pousse d'un côté, on aspire de l'autre. Là, on est dans une de nos étuves. Donc, on joue aussi un petit peu sur les températures pour avoir la bonne fluidité dans les résines. On travaille toujours en symétrie. Là, on voit nos 2 Eric qui sont derrière leur pupitre. Une organisation 5S, un peu à la japonaise dans cette zone-là, mais qui permet vraiment d'assurer une fois encore la cadence et de sortir des pièces identiques. Une fois que la pièce sort du moule, là aussi des opérations qui ont été, comment vous dire, le but c'est d'enlever au maximum le coup de main de l'opérateur. Il faut que en suivant la gamme, si on rouvre ce dossier dans 10 ans, on reprend la gamme, on reprend les outillages, on doit pouvoir ressortir la pièce de la même façon. Alors c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on aime bien. Multiplast en est une entreprise du patrimoine vivant, c'est l'équivalent des meilleurs ouvriers de France, c'est un label auquel on est attaché, c'est vraiment lié au coup de main de l'opérateur, et là on lui demande l'inverse, on demande que qui que ce soit qui suive la gamme fasse exactement le même produit. Et c'est vrai qu'avec nos outillages de trimming, de ponçage de bord d'attaque, bord de fuite, de primeur, peinture et de contrôle derrière, on est relativement serein par rapport à tout ce qu'on arrive à sortir. Et puis un contrôle, alors là on voit un contrôle laser, on ne le fait pas sur toutes les pièces, mais le contrôle tracker était important sur les premières pièces. On était
on était intéressé pour voir ce qu'on allait sortir. Il y a toujours en composite ce phénomène de spring back, c'est-à-dire que quand on sort une pièce, elle tend à se refermer un petit peu. C'est un phénomène ressort dans le composite lié à la post-cuisson, lié à la polymérisation des résines. On l'avait anticipé avec l'équipe de VPLP. On avait fait une première maquette en forme de banane pour voir de combien elles se refermaient, et donc on leur a donné cette valeur, et les archis nous ont donné une forme théorique de foil un petit peu plus ouverte, de façon à ce qu'une fois démoulées, elles se referment et elles retrouvent leur forme théorique. Un contrôle de taux de fibre qui est également important. On est très très content de nos taux de fibre avec cette techno. On est habitué chez Multiplast à des taux de fibre en pré-imprégné, que ce soit auto-autoclave ou avec de la pression dans des autoclaves. On a tendance à snober un peu cette technologie d'infusion, et on se rend compte que c'est des taux de fibre pas délirants du tout. Et puis à chaque fois un petit test Barcol sur chaque mélange de résine. Le test Barcol, c'est un test très simple avec une aiguille, chaque petit échantillon, chaque barquette de résine dans l'année chez Multiplast et un petit échantillon grand comme un post-it. Le lendemain, le service qualité donne un petit bout d'aiguille avec un petit poinçonnement de test Barcol dedans pour voir de combien s'enfonce l'aiguille, et c'est ce qui nous qualifie en durcissement de résine. Donc on le fait sur chaque bassine de résine, et ça nous permet d'avoir une traçabilité sur les foils. Donc aujourd'hui, quoi dire, qu'on espère tous, et c'est pour ça que on en a parlé ce matin, c'était vraiment dommage qu'il n'y ait pas ce test event en Méditerranée dans quelques semaines. L'objectif pour nous tous impliqués sur ce projet Figaro, c'est que ce bateau puisse devenir le support pour l'épreuve de course au large au JO. C'est pas parce que les bateaux sont pas à Marseille que ce sera pas le cas, mais c'est certain que ça va pas dans le bon sens, ça facilite pas la tâche, en tout cas pour les gens qui sont en charge du dossier. Ce qui est certain, c'est que le bateau a été bateau de l'année en Angleterre, bateau de l'année à Düsseldorf, qu'avec Beneteau on a gagné un award au Metz, donc c'est une expérience plus que positive, et je pense que cette techno aujourd'hui peut nous amener vers d'autres séries, parce que c'est la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure. Il y a 5 ans, là on a l'habitude de voir ces images, mais il y a 5 ans on aurait vu les papiers qui ont été projetés aujourd'hui, on aurait complètement halluciné. Tout à l'heure on se demandait si le bateau de la Coupe de l'Amérique va réussir à voler, mais n'oublions pas qu'il y a 5 ans on a été scotché quand on a vu le Neo Z voler pour la première fois, et donc je pense que si ça va aussi vite dans les 5 prochaines années, je serais pas surpris qu'il y ait des bateaux des appendices comme ça sur le bateau de Monsieur Tout-le-Monde. Assez rapide ? Merci Yann, parfait, c'est absolument parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Monsieur Vedren, Carole. Dans l'axe. Oui, Jérôme Vedren. Yann, oui, peux-tu me dire le coût du développement, combien ça vous avez dépensé par rapport au coût total du projet? Si c'est pas trop secret. Hein. On a dépensé plus qu'on a vendu, ça c'est certain. Mais faut pas regretter. Aujourd'hui, faut pas regretter quand il y a de la série. Aujourd'hui, notre process est adapté à partir d'une dizaine de bateaux, c'est adapté. Ça nécessite un bel investissement dans des moules. On a fait des moules en composite parce qu'on ne se refait pas. On est attiré par le composite. J'ai un petit peu de regret après coup. J'aurais préféré faire ces moules en aluminium. L'investissement représente... Allez, vas-y. Lâche-toi. Non, ça représente plus de 150 000 €. Donc c'est pas adapté pour un proto. On ne fait pas un foil d'Imoca avec cette techno. Merci. Vous restez debout. Bonjour Télévision, Figariste. Du coup, j'avais une question concernant les tolérances que vous avez sur les premières séries de foils. On a été assez pragmatique. On a attendu d'en faire une vingtaine avant de donner les tolérances.
Aujourd'hui, on a un tableau qui est assez sympa, c'est quand on a un tableau... Dès qu'on sort les moules, les foils et qu'on les a trimés, qu'on a coupé bord d'attaque et bord de fuite, on les pèse à ce moment-là. Et c'est les opérateurs qui, sur une courbe, mettent les masses. Et on se rend compte qu'on est entre les plus lourds et les plus légers. On est dans les plus ou moins 500 grammes, hein, en gros. Donc c'est lié aux tolérances qu'il y a sur les grammages de carbone. Parce que pour faire un barreau épais comme ça, il y a 55 ou 60 couches de carbone. Et selon qu'on ait des rouleaux qui soient tendance lourde, parce qu'il y a des tolérances sur ces nappes de carbone, ou légères, le moule est plus ou moins resserré. C'est ce petit flash de résine qu'on peut avoir entre les deux demi-moules qui, sur la surface, font une tolérance dans la masse. Géométriquement, chaque foil est mis en place sur un millark et sur une table. Donc toute la partie shaft et la partie droite est sur sa trace. Et en bout, on remarque, enfin on mesure, il y a comme un petit papier millimétré, les déformations. Et là, on est dans les 2 ou 3 mm. Il n'y a vraiment pas à s'affoler. Enfin, je ne doute pas que vous allez trouver que c'est trop et que vous allez les décortiquer dans tous les sens et les passer au tracker, mais non. C'est un procédé qui est quand même beaucoup plus confortable. La post-cuisson ne se fait qu'à 50 degrés. On n'est pas comme un foil en preg où on cuit à 120 degrés, où les phénomènes de spring back sont plus importants, où les températures les temps de refroidissement sont plus importants. À 50 degrés, on cuit le foil posé sur son bord de fuite. Le bord de fuite est dans un plan. Il n'a pas de déformation sous poids propre. On fait des post-cuissons plus dangereuses que ça. Donc là, c'est pas la partie risquée du projet, ça. Enfin, c'est facile à dire quand on est rendu au foil numéro 29. On riait moins au début. Alors, j'ai oublié de vous parler du test. Après avoir fait ces 2 premiers foils, donc on a fait un banc de test en interne. On a emprunté à Spindrift un énorme winch. On a emprunté à Sodebo un gros boot, qu'on a abîmé d'ailleurs, désolé. Et on a tiré dessus fort pour aller le casser. Et... Bon, c'était la dernière après-midi avant les vacances du mois d'août et je sentais bien qu'il y avait moyen de se gâcher les vacances si on l'avait cassé bien en dessous de la charge attendue. Et là, ça a été une bonne nouvelle pour tout le monde parce que les calculateurs nous avaient donné une valeur qui était autour de 4 tonnes, je crois, et on a été au-delà de ça. Donc, tout le monde avait la banane et on savait que le projet était gagné. Donc là, le foil que vous voyez, c'est un des foils cassés. On en a cassé un en déroulé et un en enroulé, donc celui-là je ne sais pas lequel c'est, mais enfin toujours est-il que au milieu du barreau il y a un délaminage à un moment donné, mais enfin pour faire un foil d'exposition il est parfait. Je ne sais pas si la masse est communiquée aujourd'hui, mais enfin c'est moins de 40 kilos. Marc, tu vois des choses à rajouter? Il y a mon client qui est là, donc j'en ai trop dit, j'en ai pas assez dit, je sais pas où mettre le curseur. Mon père disait, c'est pas parce que t'as rien à dire qu'il faut en faire profiter les autres. Je vais essayer de ne pas en faire profiter les autres. Donc bonjour, Marc Vallier. Pour répondre à la question, je suis en charge du projet Figaro pour Beneteau. Oui, nous on est rendu cet après-midi à avoir lesté le 18e. On est en train de finir de compiler les données de contrôle de mesure de jauge, pas simplement des foils, mais de l'ensemble du bateau, pour finaliser un premier jet de jauge pour la fin du mois, qui sera une proposition ouverte de notre esprit de jauge, mais qui donnera, dans la jauge, il y a déjà des valeurs. Sans vouloir rentrer dans les détails, puisque j'attends d'avoir les derniers chiffres, c'est en deçà des chiffres qu'on avait sur le 2 précédent. Donc voilà. Donc on est pour l'instant très content et très confiant du résultat, aussi bien pour nos amis de Multiplace que nous en interne, et que tous les sous-traitants qui ont eu la gentillesse de bien vouloir travailler avec nous. Merci beaucoup. Merci. On va remercier Yann Penfornis. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Ça marche, hein ?